Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va! On peut savoir ce que tu fais? Cher ami, laisse-moi te présenter la couronne des champions. D'accord. Il s'agit d'un puissant artefact magique au pouvoir absolument incroyable. Ah bah oui, en tout cas elle a l'air, oui. Et du coup j'imagine que tu vas la porter? Mais certainement pas, pauvre fou. Eh ben oui, évidemment, en même temps ça pouvait pas être simple. Sache, jeune effronté, qu'il n'existe qu'une seule personne sur cette terre digne d'arborer pareil couvre-chef. Bon bah tant pis, bah du coup y a plus qu'à la ranger, comme ça on peut passer à autre chose. Et pour s'en montrer digne... Oh mais c'est pas vrai. Il nous suffira de nous affronter dans une épreuve redoutable qui ne saurait être disputée que par les plus grands de ce monde. J'ai nommé bien sûr un duel de mystère. Oh mais papy, mais tu vas pas recommencer, j'ai déjà gagné 4 fois, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je pense que maintenant c'est bon, on a compris. Oh mais allez, juste encore une fois, s'il te plaît. Pourquoi tu veux pas tout simplement admettre ta défaite? Ah non, ça jamais. Et ce que je te propose est extrêmement simple. Remets ton titre en jeu et annulons toutes tes victoires. Bah tiens, et pourquoi je ferais ça? Parce que celui qui gagnera la partie d'aujourd'hui sera sacré ultime champion des mystères. Celui qui gagne celle-ci remporte toutes les autres. Et plus jamais, oui monsieur, tu m'as bien entendu, plus jamais son titre de champion ne pourra être contesté. Ainsi le perdant se verra dans l'obligation de s'incliner et de jurer fidélité au nouveau roi de la couronne. En plus regarde, c'est trop bien, elle clignote quand on la secoue. Ah normalement là j'ai tout donné, là, tu peux pas dire non hein. Ah papy... Oui? J'adore l'idée, c'est d'accord, on se la joue en 4 mystères comme d'habitude. Allez, que les jeux commencent. Pose tes questions, parce que je ne savais pas avant aujourd'hui, mais je veux cette couronne depuis toujours. J'aime mieux ça, mais je te préviens tout de suite, ce sera loin d'être une partie de plaisir. Parce que tous les mystères que tu as résolus dans les précédentes vidéos ne sont rien comparés à ce que je vais te proposer aujourd'hui. Eh bah c'est ce qu'on va voir papy, on y va, c'est parti, let's go! Mystère numéro 1. Comment les Weasley ont-ils résolu la carte du maraudeur? Allez, sur ce, moi je te laisse là-dessus, pendant que t'essayes de te dépêtrer, je vais faire un petit tour. Parce qu'il est tout simplement impossible d'élucider ce mystère. Alors oui, ça pourrait, mais sauf qu'en fait pas du tout. Parce que c'est vrai que quand les jumeaux Weasley se sont procurés la carte du maraudeur dans le bureau de Rusard, quand il les a mis en retenue encore une fois, on peut se demander comment ils ont fait pour trouver le mot de passe. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Parce que, bah, c'est pas comme si c'était super évident quand même. Surtout que normalement, quand on la regarde au premier coup d'œil, la carte du maraudeur, c'est rien de plus qu'un vieux parchemin sans aucune inscription. Et le seul indice qui pouvait éventuellement les mettre sur la voie, c'était que ce vieux parchemin était stocké dans un tiroir sur lequel il était écrit « Objet dangereux confisqué ». Mais à part ça, bah ils avaient rien. Et déjà à partir de là, moi, il y a deux choses qui me surprennent. Déjà, pourquoi Rusard en est-il arrivé à considérer ce vieux bout de parchemin comme un objet dangereux dans une école où justement tous les élèves prennent leurs cours sur des bouts de parchemin? Je veux dire, c'est pas comme si c'était un truc suspect quoi, hein. C'est comme si vous alliez dans un aéroport et que vous étiez étonné de voir des avions. Oh putain, il y a des trucs dans le ciel! Et deuxièmement, comment Rusard a-t-il pu être capable de confisquer la carte du maraudeur? Parce que même si sur Pottermore on peut lire ceci à propos des maraudeurs, il est facile de conclure qu'ils ont fini par dépasser les bornes et ont été acculés par Argus Rusard, probablement sur une information de Rogue, dont l'obsession était devenue de dénoncer les méfaits de son rival James Potter. Bah moi j'y crois pas du tout. Parce que, bon, au-delà des peut-être et des probablement et des on peut supposer que gna gna gna, il ne faut pas oublier que la carte du maraudeur est un objet dont la fonction principale est justement de ne pas se faire choper, en surveillant les déplacements de tout le monde dans le château, et plus particulièrement ceux de Rusard justement. Ce qui veut dire qu'il est assez peu probable que les maraudeurs aient pu se faire confisquer la carte en se faisant avoir. Donc ça veut dire que si la carte du maraudeur s'est retrouvée dans ce tiroir dans le bureau de Rusard, c'est sans doute parce que les maraudeurs ont voulu qu'elle finisse ici. Mais c'est quoi le rapport? Ça répond pas du tout à la question que je t'ai posée. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Oui, la carte du maraudeur est un objet puissant, qui possède de nombreux pouvoirs. Mais elle possède aussi un problème, et non des moindres, c'est qu'elle n'est utile que quand on est à Poudlard. Et c'est bien normal, c'est une carte de Poudlard. Mais dès qu'on en sort, eh bah, elle sert plus à rien. Or, curieuse coïncidence, c'est tout à la fin de leur scolarité que les maraudeurs ont perdu la carte. Comme par hasard, pile au moment où ils allaient justement ne plus en avoir besoin, parce qu'ils allaient quitter l'école. Ce qui voudrait dire qu'ils voulaient que la carte reste à Poudlard, afin que d'autres sorciers, d'autres nouveaux élèves
puissent s'en servir à leur tour. Dès le début, la carte était censée être transmise. Après tout, si on y réfléchit bien, ce que dit la carte quand on l'active, c'est bien messieurs Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Cornedru sont fiers de vous présenter la carte du maraudeur. Les maraudeurs présentent la carte à son lecteur, ce qui veut bien dire qu'elle était censée être découverte et utilisée par quelqu'un d'autre, par quelqu'un qui ne la connaît pas. Bah oui, d'accord, mais encore une fois, ça n'explique pas comment les Weasley ont eu le mot de passe. Oui, c'est vrai, mais sauf que tu oublies un autre pouvoir que possède également la carte, celui de détecter par qui elle est en train d'être tenue. Et là, quand on met tout ça bout à bout, d'un seul coup, on comprend tout. Quand c'est Rogue qui essaye de s'en servir, la carte le reconnaît et lui balance tout un lot d'insultes. Ça nous met un truc comme ça quand c'est Rogue qui essaie de s'en servir? Mais vous vous êtes jamais posé la question de qu'est-ce qui s'affiche quand quelqu'un d'autre que Rogue essaye de l'utiliser sans la connaître? Si elle est capable de détecter quand elle est tenue par Rogue, il y a aucune raison qu'elle soit pas capable de détecter quand elle est tenue par quelqu'un d'autre. Sachant que de toute façon, elle est forcément reliée à absolument tout le monde dans le château puisqu'elle connaît l'identité et les déplacements de tout le monde. Alors, est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'elle est aussi capable de détecter quand elle est tenue par des élèves? Et plus particulièrement des élèves qui seraient en quelque sorte les nouveaux maraudeurs de Poudlard. Et en l'occurrence, ici, c'est Fred et George, c'est eux les deux nouveaux fauteurs de troubles de leur génération de sorciers. D'ailleurs, peut-être même que la carte sait que c'est des fauteurs de troubles parce qu'elle les a souvent localisés justement dans la salle de retenue. Après tout, pourquoi pas? Ainsi, quand la carte sait qu'elle est tenue par les dignes successeurs des maraudeurs, je pense que le message qui s'affiche n'est pas un message d'insulte comme pour Rogue, mais un message qui leur demande de prêter serment, en jurant solennellement que leurs intentions sont mauvaises. Voilà comment les jumeaux Weasley ont connu le mot de passe. Méfait accompli et papy, ça fait 1-0. Impressionnant, mais ne te réjouis pas trop vite, mon grand, parce que tu n'es pas encore tiré d'affaire. Et voici maintenant mon deuxième mystère. Mystère numéro 2, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, et c'est quoi ça? Eh ben justement, c'est la question que je te pose. Comment tu veux que je te réponde? Je sais même pas ce que c'est ça. Ah bon, alors comme ça, tu ne sais pas ce que c'est, ça? Mais bien sûr que non, que je sais pas ce que c'est ça, tu me dis même pas ce que c'est ça. Mais c'est pas à moi de répondre. Mais je sais même pas de quoi tu me parles. Ah, mais tu veux que je te dise que c'est ça? Oui. Eh ben c'est ça. Je reviendrai plus tard. Voilà, du coup, c'est quoi ça? Oh bah dis donc, j'ai cru qu'on allait jamais s'en sortir. Bon voilà, maintenant au moins c'est plus clair. Moi personnellement, je dirais que c'est ta grand-mère, mais bon, on verra bien. Quelle est cette créature dans le film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban? C'est une question qui a provoqué de très nombreux débats sur internet, et à laquelle nous n'avons jamais vraiment eu de réponse. Et même si au premier abord on pourrait se dire que c'est juste une blague du réalisateur pour montrer que tout est bizarre dans le monde des sorciers, et bah il faut quand même se rendre à l'évidence, cette créature, elle est bien là. Elle existe dans l'univers de Harry Potter, et par conséquent, nous on est en droit de se demander de quoi il s'agit. Et c'est loin d'être si facile, parce qu'on a vraiment pas beaucoup d'indices. La première réponse qui est souvent donnée, c'est qu'il s'agit du professeur Lupin sous sa forme de loup-garou. Ce qui pourrait d'ailleurs justifier le fait qu'il est en train de dormir ensuite dans le Poudlard Express, c'est tout simplement parce qu'il était fatigué de sa transformation en loup-garou. Mais sauf qu'en fait, c'est pas vraiment possible. Déjà parce qu'on voit bien que sur la scène, il fait jour, donc ça veut dire qu'il fait pas nuit, et donc déjà, qui dit il fait pas nuit, dit pas de loup-garou, mais surtout parce que je trouve que cette créature est quand même vachement civilisée pour une créature dangereuse comme un loup-garou. Parce que les loups-garous, c'est quand même censé être vachement hors de contrôle, hein. Souvenez-vous de ce que dit Hermione dans Le prisonnier d'Azkaban. Il tuerait même son meilleur ami s'il le croisait. Donc un loup-garou, déjà, je pense pas qu'il aurait ouvert la porte, gueulé un coup et refermé derrière. Mais alors, si c'est pas Lupin, c'est qui? Peut-être qu'on peut commencer par regarder dans le bouquin, du côté des autres clients de l'hôtel, tiens. Parce que Harry, avant d'aller à Poudlard, il est quand même resté sacrément longtemps au chaudron baveur. Et voici ce qu'on peut lire, justement. Il prenait plaisir à observer les autres clients. De drôles de petites sorcières débarquées de la campagne pour faire du shopping sur le chemin de traverse, de vieux mages vénérables commentant les derniers articles du mensuel de la métamorphose, des sorciers hirsutes, des nains tapageurs, et même un jour quelqu'un qui avait l'air d'une harpie et qui commanda une assiette de foie cru, la tête dissimulée sous un passe-montagne. Et je sais pas pour vous, mais ce client-là en particulier, je trouve qu'il pourrait très bien être ce gars dans la chambre. Parce que d'une certaine manière, la manière dont il est décrite, ça pourrait bien être quelqu'un qu'on connaît même, pourquoi pas. Et s'il y a bien un personnage qui correspondrait bien à cette description dans l'univers d'Harry Potter, je pense que c'est Greyback. Puisqu'après tout, Greyback, déjà en tant que loup-garou qui kiffe être un loup-garou, manger un foie cru, ça lui ressemble quand même pas mal. Mais surtout, il a toutes les raisons de vouloir se cacher, de vouloir rester discret, étant donné que si le ministère ne le recherche pas pour l'envoyer à Azkaban, c'est uniquement parce qu'il est présumé mort. Donc ça pourrait très bien être ce mec qui se cache sous un passe-montagne. Sauf que, autant je pense que effectivement ce mec qui bouffe un foie cru là, ça pourrait
pourrait bien être Greyback, autant je pense pas que ce soit lui qui hurle sur la femme de ménage dans la chambre. Justement parce que ça colle pas vraiment avec cette idée de rester discret. Mais attendez, est-ce qu'on ferait pas tout simplement fausse route depuis le début? Parce que depuis le début, là, on part du principe que c'est la créature qui est en train de rugir qui a loué la chambre, mais est-ce que ce serait pas plutôt une créature qui appartient à celui qui a loué la chambre? Et dans ce cas-là, est-ce que celui qui a loué la chambre ne serait pas tout simplement Norbert Dragono, qui comme bien souvent est en train de galérer avec ses créatures? Parce que ce rugissement-là... ça pourrait très bien être celui d'un animal fantastique. Et ça y ressemble même carrément, je trouve. Mais non, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que Norbert Dragono viendrait faire ici? Et bah justement, il se trouve qu'on sait que Norbert sera à Poudlard un peu plus tard. Parce que quand Fred et George montrent pour la première fois la carte du maraudeur à Harry, oui, encore elle, on peut y lire un nom en particulier, on peut voir apparaître le nom de Newt Scamander. Newt Scamander qui est le nom en VO de Norbert Dragono. Donc plus tard dans le film, Norbert est à Poudlard. Et selon moi, c'est tout simplement parce que c'est lui qui aurait fourni à Hagrid son hippogriffe. Hagrid étant en plus un très grand fan des travaux de Norbert, Dumbledore étant son ami, il lui a probablement demandé de venir filer un coup de main à Hagrid pour ses débuts en tant que professeur de soins aux créatures magiques. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire, maintenant au moins vous savez ce que c'est ça. Et deuxième mystère résolu, papy. Mais j'ai comme l'impression que cette couronne sera bientôt à moi. Alors dis-moi, papy, qu'est-ce que ça fait de te trouver en présence de ton futur roi? Hop hop hop, dis donc jeune homme, tu n'en es encore qu'à la moitié, t'as pas encore gagné. Et si pour l'instant la chance semble de ton côté, voyons un peu comment tu te débrouilles avec ça. Mystère numéro 3, pourquoi les sorciers n'ont-ils pas utilisé un retourneur de temps pour vaincre Voldemort? Eh ben oui, la solution elle était pourtant simple. On utilise un retourneur de temps pour revenir dans le passé jusqu'au moment où Voldemort était tout jeune et tout inoffensif, et brin, on lui défonce sa race pendant qu'il est tout petit. Comme ça il peut pas devenir le Seigneur des Ténèbres, ni vu ni connu, merci Zizi, à la prochaine. Ah bah là pour le coup c'est pas dur, c'est juste parce qu'on peut pas. Ah bon, et pourquoi ça? Parce qu'il se trouve que les retourneurs de temps déjà sont très limités dans leur utilisation. Ceux qui existent au moment de l'histoire de Harry Potter, comme celui d'Hermione, ne permettent de revenir que 5 heures en arrière, au maximum. Il y en a bien qui permettent de voyager un peu comme on veut dans le temps, mais ils ne seront inventés qu'en 2020. Or, l'histoire de Harry contre Voldemort, ça se passe plutôt dans les années 90. Oui, sauf que tu oublies que ça c'est une règle qui a été plus ou moins inventée par les sorciers, cette histoire de 5 heures là. En réalité c'est juste parce que c'est interdit, mais en même temps j'ai envie de dire, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle, ils auraient pu oublier un petit peu le règlement. Ouais d'accord, je vois où tu veux en venir, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que cette règle elle a pas été inventée au hasard. Et au-delà du fait que revenir dans le passé pour tuer Voldemort, ça provoquerait un paradoxe temporel, c'est-à-dire que si tu pars dans le passé pour tuer Voldemort, bah ça veut dire que dans ton présent Voldemort n'existe pas, donc techniquement t'as aucune raison de faire le voyage dans le temps, donc du coup tu n'es pas revenu dans le passé pour tuer Voldemort, mais du coup Voldemort existe, donc du coup en fait tu pars dans le passé pour tuer Voldemort, mais du coup Voldemort n'a jamais existé. Bon, bref, vous avez compris, ça peut pas être possible. En fait en réalité quand on voyage dans le temps pour changer les cours des événements, en fait on peut pas changer ce qui se passe après, parce que du coup bah ça fonctionne pas, ça fait ce que je viens de vous dire. Par contre ce qu'on fait c'est qu'on crée une deuxième timeline dans laquelle il y aura un deuxième présent, un présent alternatif dans lequel l'autre possibilité a été empruntée, ce qui nous amène justement à une notion que vous connaissez bien normalement, la notion de multivers. Mais bon, je vais pas m'étaler parce que là on sort carrément du sujet. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la notion de multivers dans Harry Potter, je vous invite à aller voir cette vidéo qui a été faite par un youtubeur qui s'appelle Le Tropper, elle est vraiment très bien, je vous conseille d'aller la voir. Mais bref, allez, admettons. Si on oublie ce principe, si on admet qu'il est possible de voyager dans le passé pour changer un événement qui va ensuite changer le présent, dans l'univers de Harry Potter, il ne faut pas oublier que le temps est encore un sujet d'étude. Un sujet d'étude dont même le plus grand spécialiste de la question, Saul Crocker, disait lui-même, tout comme l'esprit humain ne peut pas comprendre le temps, il ne peut pas non plus comprendre les dommages qui s'ensuivraient si nous présumons de falsifier ces lois. Donc vous voyez, même le plus grand spécialiste des voyages dans le temps dans l'univers d'Harry Potter, il le dit qu'il comprend rien. Et d'ailleurs, toujours sur Pottermore, voici ce qu'on peut lire à ce propos. Toutes les tentatives de voyager dans le temps au-delà de quelques heures ont entraîné des dommages catastrophiques pour la sorcière ou le sorcier concerné. On n'a pas compris pendant de nombreuses années pourquoi les voyageurs dans le temps sur de grandes distances ne survivaient jamais à leur voyage. Toutes ces expériences ont été abandonnées depuis 1899, lorsqu'Héloïse Mintumble s'est retrouvée piégée pendant 5 jours en l'an 1402. Nous comprenons maintenant que son corps avait vieilli de 5 siècles à son retour dans le présent et irrémédiablement endommagée, elle est morte à l'hôpital de Sainte-Mangouste. De plus, ces 5 jours dans le passé lointain ont provoqué de grandes perturbations dans le cheminement de vie de tous ceux qu'elle a
rencontrés, changeant le cours de leur vie de manière si dramatique que pas moins de 25 de leurs descendants ont disparu du présent, puisqu'ils n'étaient tout simplement jamais nés. Et c'est là que se trouve la réponse à ta question, papy, parce qu'il existe un effet qui s'appelle l'effet papillon, que vous connaissez je pense, qui nous dit que de tout petits changements peuvent engendrer des conséquences gigantesques. Et là, dans l'histoire que je viens de vous lire sur Pottermore, on parle que de tout petits changements. Genre elle a échangé un regard avec quelqu'un qu'elle a croisé dans la rue alors qu'elle n'était pas censée être là. Mais que se serait-il passé si on avait opéré un changement aussi majeur que de tuer Voldemort? La présence de Voldemort a tellement eu des conséquences sur le monde entier que revenir dans le passé pour aller le tuer avant qu'il devienne trop dangereux, ça aurait pas changé le présent de seulement quelques individus. C'est tout le présent tout entier qui aurait été modifié. Énormément de gens qui auraient dû mourir seraient encore en vie, mais énormément de gens qui auraient dû naître ne seraient aussi probablement jamais nés. En fait, le présent qui apparaît si on tue Voldemort dans le passé, il serait tellement différent, rien nous dit qu'il serait mieux en fait. Ça se trouve, il serait même encore pire. Vous imaginez, vous partez dans le passé pour tuer Voldemort et vous revenez dans le présent, en fait, il y a une entité encore pire que Voldemort qui est au pouvoir. Genre, vous revenez dans le présent et d'un seul coup, vous découvrez que vous avez changé un truc dans le passé et maintenant le monde est dirigé par un cochon d'Inde. Incline-toi, misérable, devant ton maître. Ah bah vous rigolez, mais n'empêche qu'avec un changement aussi radical dans le passé, le présent il serait tellement différent qu'après tout pourquoi pas, hein. Et c'est pour ça qu'il ne fallait surtout pas utiliser un retourneur de temps pour tuer Voldemort dans le passé, c'est parce que c'est un pari beaucoup trop énorme pour le présent, et qu'un si gros changement dans l'histoire aurait forcément des conséquences gigantesques derrière. Ce qui fait que du coup on peut quand même vachement s'interroger sur la responsabilité de McGonagall à donner un retourneur de temps à Hermione quand elle n'a que 13 ans, hein. Parce que franchement McGo, à quoi tu pensais là? Je suis pas certain que c'était une bonne idée, hein. En plus tout ça parce qu'elle a un caprice et qu'elle veut assister à plus de cours, on s'en fout. Enfin bon, en attendant, mystère résolu, et papy, je crois qu'il ne t'en reste plus qu'un seul. Oui, je sais, mais ne t'en fais pas pour moi, va. Parce que ce dernier mystère est de très très loin le plus redoutable que tu n'aies jamais affronté. Et ça, je vais te le prouver sur le champ. Mystère numéro 4. Comment Tom Jedusor a-t-il découvert la chambre des secrets la première fois? Eh oui, parce que Harry, lui, il a pu la trouver, mais parce qu'il avait plein d'indices quand même pour pouvoir la trouver. Il avait le journal de Jedusor, il entendait le basilic, et puis il a rencontré Mimi Géniard. Mais Voldemort, lui, il partait de rien. Et la chambre était tellement bien cachée que l'école a eu beau être fouillée maintes et maintes fois, personne n'a jamais réussi à savoir où elle était. Même Dumbledore. Et là, Tom Jedusor, il arrive, et puis pouf, il la trouve comme ça du premier coup. Oh, dis donc, elle est là. Bah dites, en fait, ça, c'est une sacrée coïncidence. C'est quand même vraiment très étrange, tu ne trouves pas? Surtout qu'à ce moment-là, il ne sait même pas encore qu'il est l'héritier de Serpentard. Ouais, si, oui, c'est vrai que c'est vachement bizarre, ouais. Et qu'est-ce que tu fabriques avec ces livres? Hein? Ah, non, bah ça, non, bah c'est rien, ça, c'est parce que j'adore les livres. C'est super bon pour la santé, il faut lire tout le temps, c'est très important. T'es en train de chercher? Non. Xio Théodore Archibald Nixes? Je déteste quand il utilise mon nom complet. T'es en train de chercher? Mais non, je suis pas en train de chercher, Ok, d'accord, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher parce que j'en sais rien, voilà, t'es content? Oui, enfin, j'ai gagné, c'est moi le plus fort! Oui, bon, ça va, détends-toi, hein, papy, parce que c'est la première fois que ça t'arrive en 5 vidéos, je te signale. Mais peu importe, le jeu c'était si j'arrive à te poser une colle, j'ai gagné et tu as perdu. Or là, il se trouve que tu ne sais pas, et donc ça veut dire que j'ai gagné! Oh, oui, papy, t'as gagné, félicitations. Et en plus, humiliation totale, il se trouve que moi je sais comment il a fait. Oh non, c'est pas vrai, dites-moi que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller. Et je vais vous l'expliquer. Ok, maintenant ça devient humiliant. En réalité, le problème, c'est qu'on a souvent tendance à penser que les Horcruxes ont été conçus dans cet ordre-là. D'abord le journal, puis la bague, ensuite le médaillon, la coupe de Poufsouffle, le diadème de Serre d'Aigle, et enfin, le serpent. Mais sauf qu'en fait, il y a un couac. Parce qu'en réalité, le premier Horcrux de Voldemort, ce n'est pas le journal intime, c'est la bague des Gaunt. Mais non, mais attends, c'est pas possible ça, parce que... Silence, avorton, c'est moi qui parle. Parce que si on regarde le journal de plus près, on peut facilement se dire que c'est un Horcrux qui était censé être trouvé, étant donné qu'il est capable de répondre à son lecteur quand ce dernier commence à écrire dessus. En fait, le journal, c'était un Horcrux que Voldemort a fait pour pouvoir rouvrir la chambre des secrets, et pas seulement pour y cacher une part de son âme. Et d'ailleurs, comme le dit Harry lui-même dans Le Prince de Sang Mêlé, il ne voulait pas que ce travail considérable soit perdu, dit Harry. Il voulait qu'on sache qu'il était l'héritier de Serpentard, parce qu'il ne pouvait s'en prévaloir à l'époque. Parfaitement exact, approuva Dumbledore. En gros, si on
résume, il avait le seum de pas pouvoir se la péter de son vivant, du coup il se la pète post-mortem. Donc ce Horcrux, puisqu'il devait être découvert et être utilisé, n'était sûrement pas le Horcrux auquel Voldemort tenait le plus. Et donc potentiellement, eh ben pas le premier non plus. D'autant plus que même chronologiquement, eh bien ça ne va pas. Parce que voici ce que nous dit Dumbledore à propos de Tom Jedusor quand il décide d'aller rencontrer sa famille, les Gaunt, lorsqu'il les a retrouvés justement pour leur voler la bague. L'été de sa 16e année, il quitta l'orphelinat dans lequel il revenait chaque année pour les vacances et entreprit de retrouver les membres de la famille Gaunt. Ah oui, bah tu vois, c'est l'été de ses 16 ans donc. Et comme il est né un 31 décembre, bah ça veut dire qu'il allait sur ses 17 ans, donc il allait entrer en 6e année, et c'est pendant sa 5e année qu'il a ouvert la chambre des secrets. Donc c'est bien le journal qui a été fait en premier, j'ai raison, regarde, c'est même écrit dans le livre. Bien sûr que je sais quelque chose à propos de la chambre des secrets. À mon époque, on nous disait que c'était une légende, qu'elle n'existait pas, mais c'était un mensonge. Quand j'étais en 5e année, la chambre a été ouverte. Le monstre a attaqué plusieurs élèves et a fini par en tuer un. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit. L'été de sa 16e année. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas encore 16 ans au moment des fêtes. Il en avait 15. Parce que sa première année, c'est celle qui s'écoule pendant qu'il a 0 ans, jusqu'à ce qu'il ait 1 an. Et quand il a 1 an, il attaque alors sa 2e année. Donc l'été de sa 16e année, c'est l'été pendant lequel il a 15 ans. C'est l'été juste avant qu'il entre en 5e année. Donc il n'a pas encore ouvert la chambre des secrets, il n'a pas encore transformé le journal en Horcrux, mais par contre ce qu'il a, c'est la bague. Et puisqu'à ce conseil n'est allé qu'une seule fois à Little Angleton, il y a fort à parier qu'il ait transformé la bague en Horcrux aussitôt dès qu'il l'a eu en tuant son père, Tom Jedusor Senior. Parce que ça pour le coup on en est sûr, c'est lui qui l'a tué pour fabriquer son Horcrux. De plus, quand il va voir Slughorn pour lui demander s'il peut en créer plusieurs, on voit qu'il a déjà la bague. Mais à ce moment-là, la chambre n'a pas encore été ouverte. Or, comme je l'ai dit, il veut savoir si c'est possible d'en faire plusieurs. Donc la bague est déjà un Horcrux, et c'est le journal qui ne l'est pas encore. Oui, bon, à la limite, ça ok, mais par contre, je vois pas le rapport. En quoi ça nous explique comment il a ouvert la chambre des secrets? Ça n'a absolument rien à voir, c'était juste pour me la raconter. Par contre, là où ça devient important, c'est que l'année durant laquelle il a ouvert la chambre des secrets, c'est l'année qui vient juste après l'été où il a rendu visite aux Gaunt. Or, les Gaunt savaient où était la chambre des secrets, ils savaient aussi comment y entrer, ils s'en vantaient souvent, et on sait que c'est vrai, puisque quand à un moment donné à Poudlard, on a voulu installer la plomberie, la chambre des secrets a failli être découverte à cause des travaux, et c'est Corvinus Gaunt qui a tout fait pour que ça n'arrive pas. Et quant à Voldemort, en bon Legilimens, il n'a sûrement pas eu beaucoup d'efforts à fournir pour obtenir toutes ces informations de la part de sa famille. Voilà comment Voldemort a su qu'il était l'héritier de Serpentard, et voilà comment il a su tout ce qu'il y avait à savoir sur la chambre des secrets. Jeu 7 et match, j'ai gagné! Waouh, ok, et bah écoute, papy, félicitations, je reconnais ma défaite. Tu es sûr que tu n'oublies rien? Ah oui, c'est vrai, pardon, et je jure fidélité au nouveau roi de la couronne dont le règne ne saurait être contesté. Voilà! Oh bon sang que c'est bon, j'adore ce jeu! Enfin, quand je dis ne saurait être contesté, pour l'instant. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est votre mystère résolu préféré, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des questions sans réponse sur l'univers d'Harry Potter, et si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus, déjà bah, je vous en mets 2 autres juste ici que vous